Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur le G5 Sahel. Après le Mali l'an dernier, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur départ de cette organisation antidjihadiste qui semble désormais vouée à disparaître 9 ans après sa création. Comment réagissent les Nigériens à la décision des autorités de transition de quitter le G5 Sahel? Réponse dans le reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa. Pourquoi le G5 Sahel a-t-il perdu 3 des 5 de ses membres? Quel est le bilan de cette organisation? A-t-il encore un avenir? Notre invité répondra à ces questions. Nous irons ensuite au Cameroun pour parler des ex-combattants de Boko Haram qui s'intègrent progressivement dans la société après leur édition. Un centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration créé à cet effet dans la région de l'extrême nord est fonctionnel depuis 5 ans. Le fait marquant de la semaine, c'est la condamnation à 5 ans de prison de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Il était jugé depuis janvier 2023 pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une immense fortune. À suivre enfin le reportage de l'un de nos correspondants au Burkina Faso. Il nous parlera d'un jeune Burkinabé, Yasser Bambara, qui a créé un robot démineur, une manière pour lui d'apporter sa contribution à la lutte contre le terrorisme. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Créé en 2014 pour lutter contre le djihadisme au Sahel, le G5 était composé du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad. Les 3 premiers pays ont ensuite quitté l'organisation, le Mali en mai 2022, le Burkina Faso et le Niger fin de novembre 2023. Au Niger, ce retrait est diversement accueilli, comme on va le voir dans ce reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa. Amadou Haruna Mega est le président de l'Union des ressortissants de la région de Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Il estime que cette décision des autorités de transition des 2 pays est plutôt une bonne chose. Il est tout à fait indiqué, à mon sens, que le Niger et le Burkina se retirent pour rejoindre le Mali et renforcer davantage le nouveau cadre qu'ils viennent de créer, qui est l'Alliance des États du Sahel. S'ils ne le faisaient pas, nous allons tout faire pour qu'ils le fassent, qu'ils sortent de ce cadre-là, c'est le squelette seulement qui reste, il n'y a plus rien dedans. Les animateurs ne sont plus là, et même quand ils étaient là, ça ne fonctionnait pas comme ça devait fonctionner. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de se retirer et se consacrer, donner les moyens, tout à l'AS pour qu'ils puissent... Véritablement, c'est les mêmes fonctions, les mêmes objectifs. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Son avis n'est pas partagé par Boubacar Diallo, président du Conseil des éleveurs Nord Tillabéri. Nous pensons que c'est hâtif. Ils se sont retrouvés pour créer ça, pour une situation bien donnée. Et je crois que même s'il faut quitter, il ne faut pas le quitter de cette façon. Depuis la création du G5 Sahel, personne n'a dénoncé. Mais pourquoi aujourd'hui on dénonce? Si les pays ne sont pas sérieux, il n'y aura pas de résultat. Parce que même l'Alliance des États du Sahel, on sait que c'est par colère que les pays se sont retrouvés pour créer ça. C'est bien, mais attends, il ne faut pas que demain encore, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout d'un coup, on se lève, on quitte. Pour l'enseignant-chercheur à la retraite Amadou Bounti Diallo, au-delà des raisons avancées par le Niger et le Burkina Faso pour justifier leur retrait, il y a une situation de fait qui conduisait à la fin de cette organisation. Le G5 Sahel ne pouvait plus être viable à partir du moment où ce n'est pas une organisation qui fonctionne sur fonds propres. Son budget de 400 millions n'a jamais été réuni. Le G5 Sahel n'avait pas les moyens de ses ambitions et je pense que c'est ce qui a fait que cette organisation-là, de 2014 à maintenant, n'a pas pu fonctionner véritablement, en tout cas dans le domaine de la
du retour de la sécurité dans la zone. Le G5 Sahel n'a pas joué son rôle. Donc qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, je pense que ça ne peut pas freiner l'élan des 3 pays à assurer donc leur sécurité. À partir du moment où au niveau des 3 frontières, ces pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ont décidé de mettre leurs forces en synergie. Les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui estiment que le G5 est instrumentalisé par l'extérieur, ont renforcé ces derniers jours leurs liens politiques, sécuritaires et diplomatiques dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Abdulrazak Idrissa à Niamey, que nous retrouvons à l'instant. Bonsoir Idrissa. Bonsoir Mamadou. Alors, on vient de le voir dans votre reportage, les réactions sont mitigées. Alors, est-ce que le Niger a véritablement bénéficié des activités du G5 Sahel? Que peut-on retenir des activités de cette organisation dans votre pays? Ce qu'il faut surtout retenir, c'est surtout le côté défense et sécurité dans les différentes activités qui sont prévues donc, dans la mission du G5 Sahel, notamment à travers les actions de la force conjointe qui a été mise en place 2 années après la création donc, du G5 Sahel. Une force qui devait être composée de 5000 hommes à travers différents FISO, le FISO Ouest composé donc de la Mauritanie et du Mali, le centre composé du Niger, du Burkina et du Mali, et le FISO Est. Donc le Niger, c'était beaucoup plus les activités du FISO centre qui ont été menées au niveau de la zone des 3 frontières, à la frontière entre le Niger et le Burkina et à la frontière entre le Niger et le Mali. Donc il y a eu donc ce poste de commandement qui était ici. Il y a eu aussi dans le cadre des autres domaines d'action de la force du G5 Sahel, disons du G5 de façon générale, des actions de formation. Il y a eu aussi des actions d'implication des femmes et des jeunes dans les activités de sensibilisation contre l'extrémisme violent. Donc oui, il y a eu quand même quelques activités, bien sûr, même si on reconnaît que la visibilité des actions de la force conjointe et du G5 de façon générale n'a pas toujours été présente, mais quand même il y a eu quelques actions qui ont été faites dans le cadre des activités de cette organisation et de sa force conjointe notamment. Oui, mais quand même, les autorités ont décidé de quitter cette organisation. Comment expliquer ce départ et que prévoient les autorités de transition après leur retrait du G5 Sahel? Alors, les raisons du retrait, elles sont connues, puisque vous savez que c'est avec le Burkina que cette décision de retrait a été prise. Et les 2 pays, disons, les gouvernements de transition de ces 2 pays ont avancé comme raison, notamment le fait que l'organisation peinait à atteindre ses objectifs et que ses ambitions, disons les ambitions des 2 États, le Burkina et le Niger, à faire de l'espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement sont contrariées, notamment par des lourdeurs administratives, institutionnelles, mais aussi des pesanteurs, etc. Donc il y a ces raisons qui ont été avancées et puis ils ont décidé, donc les 2 pays finalement de se retirer. Ils ont également évoqué comme raison le fait que le G5 servait beaucoup plus des intérêts étrangers que ceux des peuples du Sahel. Alors, qu'est-ce qui est prévu après cela? Ils ne l'ont pas dit ouvertement dans ce communiqué conjoint entre le Niger et le Burkina, mais la réponse est toute là, trouvée, puisque avec le Mali, qui a aussi, il faut le rappeler, et vous le disiez à l'entame de cette émission, qui s'est retiré du G5 Sahel, les 3 pays ont décidé de mettre ensemble leurs efforts sur le plan sécuritaire et de la défense à travers la création donc, de l'Alliance des États du Sahel. Certainement, donc, c'est la réponse donc, à cette décision de ces 3 pays de ne plus faire partir de cette organisation du G5 Sahel et de se concentrer sur leurs propres forces, puisqu'ils ont fait le reproche au G5 Sahel qu'ils attendaient beaucoup plus de l'extérieur que des ressources propres aux 3 pays. Très bien, merci Abdulrazak Idrissa, correspondant de VOA Afrique. Vous étiez depuis Niamey au Niger. Alors pour poursuivre la réflexion, retrouvons Niagale Bakayoko. Elle est experte en questions de sécurité. Elle est présidente de l'African Security Sector Network. Bonsoir Niagale. Bonsoir. Voilà, on vient de l'écouter avec Abdulrazak Idrissa. On a parlé des raisons officielles qui ont fait que les gouvernements de transition du Niger et du Burkina décident de quitter le G5 Sahel. Pour vous, comment analysez-vous ce départ?
Il me semble que c'est un départ qui a relevé une dimension très politique et qui témoigne de la volonté de rapprochement de plus en plus manifeste et affirmé entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui cherchent à s'allier pour mettre en place des initiatives qui soient détachées de toutes celles qui ont pu être instaurées dans le cadre de partenariats internationaux dont ils estiment qu'ils n'ont pas vu suffisamment de résultats se matérialiser. Pour moi, il s'agit d'une affirmation très souveraine, voire très nationaliste, qui vise à démontrer que si les partenaires internationaux n'ont pas réussi à venir à bout de l'insécurité dans la région et notamment à s'en prendre de manière définitive aux racines qui alimentent le terrorisme, eux-mêmes seront capables de le faire. De le faire. Oui, alors Niagalé, vous parlez justement de partenariats internationaux. Effectivement, le Burkina et le Niger affirment que le G5 Sahel ne saurait servir les intérêts étrangers. Alors, quel était le niveau d'implication des pays étrangers, des forces étrangères dans le fonctionnement du G5 Sahel? On parle par exemple du financement. Alors, ça a été tout le problème du G5 Sahel dès le départ, c'est qu'il a dépendu de manière excessive de contributions extérieures et il a été fondé contre au départ une initiative qui rappelle celle de l'AES aujourd'hui et qu'il convient de rappeler à mon avis. En 2014, les gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso avaient formulé la volonté de mettre sur pied une force de 3000 hommes pour lutter contre le terrorisme qui serait rattachée à l'autorité pour le développement intégré du Liptako-Gourma. Cette option n'a pas été soutenue par les partenaires internationaux qui ont préféré la solution poussée plutôt par la Mauritanie qui consistait à créer ce G5 Sahel. Et c'est essentiellement la France et l'Union européenne qui ont soutenu ce projet. Il y a eu également des conférences de donateurs où de grandes annonces avaient été faites de financement, par exemple de l'Arabie Saoudite. Beaucoup de ces financements ne se sont pas matérialisés. Au niveau des Nations Unies, les États-Unis n'ont pas non plus appuyé les propositions visant à inscrire dans un financement onusien le soutien à la force. Donc, à la force conjointe du G5, même si G5 va bien au-delà de sa seule force conjointe et porte aussi sur le développement. Donc, en effet, c'était une force conjointe et une organisation très dépendante des procédures budgétaires, logistiques, administratives des partenaires étrangers. Oui, il y a donc eu des problèmes liés au financement, mais quand même on peut retenir que le G5 Sahel a mené quelques opérations sur place. Quel bilan en faites-vous des activités du G5, Niagalé Bagayoko? Malheureusement, il est très difficile de tirer un bilan positif et surtout extrêmement visible de ce qui a pu être accompli. Je pense que mon collègue a très bien énuméré les formations qu'il y a eu, les patrouilles conjointes, cela faisait vraiment partie de la méthode propre au G5, à la force conjointe du G5, de mener des patrouilles conjointes sur les zones périphériques et notamment le long des frontières, mais il n'y a pas eu d'opération majeure qui ait été véritablement couronné de succès. Il y a eu également des problèmes de chaîne de commandement avec des contingents qui sont souvent restés beaucoup plus responsables devant leurs propres états-majors plutôt que devant l'état-major intégré.
Donc il est très difficile de considérer que cette initiative a été couronnée de succès, notamment si on la compare à la force multinationale mixte qui a été mise en place pour lutter contre Boko Haram. Même si les résultats de celle-ci sont loin d'être parfaits, elle a quand même obtenu davantage de résultats. Oui, alors Niagalé, rapidement, pour terminer, que deviendra le G5 Sahel qui est finalement amputé de 3 des 5 membres? Il devient très difficile à cette organisation de perdurer, puisque la plupart de ses membres ont dû les quitter. Je rappelle aussi qu'il y a eu à l'origine du départ du Mali le problème de sa présidence tournante au départ, puisqu'il n'y avait pas accord pour savoir qui allait succéder à la présidence tchadienne. Donc je ne pense pas que le G5 ait un grand avenir, mais je pense qu'il faut aussi se méfier de l'enthousiasme qui entoure aujourd'hui l'AES, puisqu'à l'époque il y avait un enthousiasme similaire face au G5, et il faut se rendre compte que l'histoire africaine, d'un point de vue institutionnel, est celle d'une inflation, d'un embouteillage, d'organisations multilatérales dont les mandats empiètent les unes sur les autres et qui sont extrêmement coûteuses. Donc, à mon avis, il faudrait avant tout rationaliser ce dispositif plutôt que de créer sans cesse de nouvelles organisations. Merci beaucoup Niagalé Bakayoko. Vous êtes experte des questions de sécurité, présidente de l'African Security Sector Network. Merci. Alors, pour terminer cette page consacrée au G5 Sahel, voici quelques réactions d'internautes sur la page Facebook de VOA Afrique. Sadou Abiboulaye Boubacar a dit « Le G5 n'a jamais lutté contre les terroristes soi-disant djihadistes. Au contraire, il les soutient d'une autre manière. » Sylvain Kaboré a dit « Le G5 Sahel était sans doute une organisation mort-née car les dispositions qui régissaient sa création répondaient beaucoup plus aux exigences extérieures qu'aux aspirations des peuples du Sahel. » Lasga Sek a dit « Le G5 Sahel, dans sa conception originale, ne pouvait faire long feu car les pays de l'organisation avaient la même cible avec une approche différente. » Et puis Sama a dit « Constatez les résultats vous-même, 9 ans de fourberie, de jeux de cache-cache et d'absence de sérieux qui nous ont conduit à la mort totale de cette organisation. » Voilà les commentaires de la page Facebook de VOA Afrique. On prend une petite pause et on se rendra au Cameroun. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Direction dans le Cameroun où des ex-combattants et anciens associés de Boko Haram s'intègrent progressivement dans la société. Après leur édition, ils sont reçus dans un centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration à Méry. C'est dans la région de l'extrême nord. Le centre est fonctionnel depuis 5 ans. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Jultap. Depuis son arrivée au centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants et associés de Boko Haram, Moukia Assa s'est adonné à l'activité agricole. Son champ de mil est situé à proximité du centre. Cette année-ci, il y avait un peu de manque de la pluie, c'est pourquoi le champ n'a pas vite grandi. L'année passée, ça a beaucoup donné, ça m'aide beaucoup. Il y a 2 fois, je trouve même ici que vous voyez là, 2 sacs. C'est cette année que j'ai fait le mil, avant c'était le maïs. Je n'ai jamais récolté pour aller vendre ou quoi. Je demande seulement chacun dans le centre s'il veut manger, il n'a qu'à venir et casser, qui partent brûler, certains préparent. Dans les locaux du centre, le silence des lieux est de temps en temps interrompu par les bruits émanant des ateliers de couture, de menuiserie et de soudure où les ex-combattants reçoivent une formation. Adamou Gayoua est moniteur de l'atelier de soudure. La formation, au départ, ce n'était pas facile, puisque parmi eux, il y a certains qui ne
qui ne s'expriment pas bien en français. Et au départ, on a commencé par connaître le nom des matériels. Après cela, je les ai formés comment utiliser les mètres. Puis on a commencé à couper les matériels. Dernièrement, ils ont commencé à fabriquer les tables bancs ainsi que les fenêtres. Moussa Naïnaï est quant à lui le moniteur de l'atelier de couture. J'ai commencé avec eux le 31 juillet. Il y a les gens qui ont eu à travailler un peu sur la machine. Aujourd'hui, ce matin, j'ai coupé une chemise, l'autre a commencé à monter, j'ai modifié. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il nous faut faire. C'est comme ça que j'avance avec eux. C'est le 30 novembre 2018 que le programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration a été créé pour les ex-combattants et associés de Boko Haram. Oumar Béchir, chef de centre régional DDR de l'extrême nord. Lorsque nous intégrions le centre DDR à Mairie, nous avons hérité de la force multinationale 153 ex-combattants et associés, hommes, femmes et enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, nous dénombrons dans notre base de données 2753 ex-combattants et associés régulièrement inscrits dans le centre DDR de l'extrême nord. 5 ans après l'ouverture du centre, l'une des grandes satisfactions porte sur la réintégration des femmes jadis enrôlées par le groupe Boko Haram. Oumar Béchir, chef de centre régional DDR de l'extrême nord. À 90%, nous sommes vraiment satisfaits parce que les femmes du centre sont vraiment dynamiques parce qu'elles font de petits commerces, ils vont au marché, qui vont écouler leurs produits au niveau du marché des mairies. Depuis sa création, le centre a également accueilli 3000 ex-combattants de Boko Haram de nationalité nigériane. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique. À présent, le fait marquant de la semaine, c'est en Mauritanie où un tribunal de Nouakchott a condamné lundi à 5 ans de prison ferme l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, jugé depuis janvier 2023 pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. Pour en parler, retrouvons à Nouakchott Mohamed Diop, le correspondant de VOA en Mauritanie. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Voilà, comment a été accueillie la condamnation de l'ancien président sur place? Que dit-on dans la rue? Que dit-on dans la presse? Bon, alors, ce qu'on dit déjà, il faut rappeler que Abdelaziz a été condamné à 5 ans de prison avec confiscation de biens, paiement de 1,2 million de dollars de dommages et intérêts et privation des droits civiques. Cependant, cette peine a surpris certains, dont des juristes avec qui j'ai échangé sur le verdict. Étant donné que le procureur réclamait 20 ans de prison, beaucoup ne s'attendaient pas à une peine inférieure à 10 ans. Finalement, le juge a opté pour une peine de 5 ans de prison ferme. À présent, l'attente se porte sur le document final du jugement qui va expliquer comment le juge a motivé ses décisions suite à l'énoncé du verdict. Oui, en attendant dans ce document, Mohamed, est-ce que l'ex-président a déjà réagi? Est-ce que ses avocats ont réagi? Et quelles sont les suites éventuelles de cette affaire? Alors, ces avocats, ou même les avocats des deux parties, que ce soit les avocats de l'État mauritanien ou les avocats de Mohamed Ould Abdelaziz, ont réagi. D'après les avocats de l'État, le verdict est logique, soutenu par Maître Brahim Ould Ebeti, qui affirme que l'ex-président n'a pas pu justifier sa fortune d'environ 70 millions de dollars. Il estime d'ailleurs que la condamnation servira d'exemple pour dissuader tout détournement de deniers publics. Du côté des avocats de Ould Abdelaziz, l'attention se porte moins sur la peine de 5 ans que sur la privation de ses droits civiques, l'empêchant ainsi de revenir en politique selon Maître Taleb Khayat. En tout cas, Mohamed Ould Abdelaziz a continuellement, durant son procès, accusé son successeur et l'actuel président Mohamed Ould Béchir El Ghazouani de vouloir l'écarter de la scène politique. Merci beaucoup, Mohamed Diop, correspondant de VOA Afrique en Mauritanie. Rendons-nous maintenant au Burkina Faso pour la note positive de cette édition. C'est pour parler d'un jeune Burkinabé qui veut apporter sa pierre à l'édifice de la lutte contre le terrorisme. Il s'appelle Yasser Bambara, c'est un autodidacte qui a créé un robot démineur. Il a présenté son œuvre au Salon de l'innovation en octobre dernier. Notre reporter Alidou Ouedraogo l'a rencontré à son domicile à Ouagadougou. Suivez ce reportage.
Cet appareil est un outil de détection de mines conçu et réalisé par Yasser Bambara, qui est autodidacte en matière électronique. C'est une révolution technologique. Il nous explique le fonctionnement. Détecteur de mine. Voilà, le détecteur est juste à l'avant. Le détecteur qui est là, que vous voyez. Voilà. Le détecteur qui est là. Et au fur et à mesure que ça avance, il détecte, il sonde le sol à la recherche du mine. Alors, le guide à travers cette commande-là, vous voyez, cette commande qui est là, également. Au fur et à mesure que ça avance, ça détecte. Une fois qu'il détecte la mine, il s'arrête automatiquement, puis se met à signaler. Alors, il détecte la mine avant que les roues avec ces roues avant ne soient sur la mine. Selon lui, ce robot va au-delà d'une utilisation dans le domaine militaire. Les transporteurs également peuvent l'utiliser. Voilà, dans le cadre d'un convoi, par exemple, on peut mettre ces robots à la disposition d'un convoi. Donc, on peut les mettre à l'avant. Au fur et à mesure que le robot avance, il détecte. Voilà, en cas de détection, le robot s'arrête puis se met à signaler. Donc, c'est pas dans le cadre militaire seulement, même les usagers, les transporteurs, ils peuvent l'utiliser également. Les modèles actuels sont en matériaux de récupération et il espère un financement de l'État. Et ils sont en plastique, on va dire. Donc maintenant, avec la version finale, ils seront en acier renforcé pour pouvoir, même si en cas d'explosion, pour qu'ils puissent résister quand même à l'explosion. Voilà, donc ils seront faits avec du matériel quand même assez adapté au terrain. Pour arriver à ce financement conséquent, Yasser Bambara a fait le tour des ministères de tutelle sans succès. J'ai approché les autorités. D'abord, j'ai envoyé un courrier au ministère de la Défense, au ministère de la Recherche scientifique également. Et j'ai également envoyé un courrier au ministère de la Recherche scientifique. Voilà, mais bon, il n'y a pas eu de réponse assez satisfaisante pour le moment. Mais pour l'usage civil, cette révolution technologique réjouit à plus d'un titre les transporteurs, à l'image de Adama Kindo. Ça nous satisfait. En tout cas, j'ai vu le robot, j'ai regardé. Je trouve que c'est très bien. Surtout, nous qui partons dans les zones reculées là, ça peut faire notre affaire. En tout cas, si le prix est un peu abordable, on va essayer de voir comment faire. Nous n'avons pas pu avoir la réaction des autorités sur cette innovation. Halidou Ouedraogo, de retour de Ouagadougou pour VOA Afrique. Et c'est déjà la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Je tiens à particulièrement à saluer nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles fraîches de la région. Mouhamadou Oumfa à ce micro, Lionel Gaïma et Trésor Matondo ont assuré la production de cette émission. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site web www.voaafrique.com ainsi que sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X, anciennement Twitter. Merci d'avoir écouté cette émission. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Au revoir.